Serge. Bonjour, Serge. Oui. C'est quoi que tu viens de faire? Faites-le. OK. Bonjour, Serge. Bonjour. Salut. Bonjour, Serge. Salut, salut. Allez. Toi, Serge? Oui. Oui, un petit peu. Un petit peu moins pire. Bonjour. Salut, salut. Bonjour. 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 Bonjour, Bonjour. enchanté. J'étais en train de prendre les présences, là. Moi, c'est pas Jean-François, c'est Evelyne. Super. C'est ton deuxième nom, ça, Evelyne? Oui, c'est ça. Puis il y en a qui affichent avec un numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de changer le. Ça doit être moi. Tout le monde m'appelle mon numéro de téléphone, mais je ne suis pas capable, Serge. C'est la première fois de ma vie que je fais un Zoom. OK, ben regarde, je vais te guider. Dans le fond, dans ton image, si tu survoles avec ta flèche, Celle-là. puis tu vas dans les 3 points, les 3 petits points là en haut à droite. Oui. Là, il devrait avoir une option qui s'appelle Renommer. Rename, oui. OK. Puis vous écrivez vos 2 noms, comme ça, les gens vont pouvoir vous identifier. OK. Là, tu vas apparaître, mon chou, puis il nous entend. On a Luc Tremblay qui est là aussi. Luc, Oui. aussi? Oui. On met-tu les noms de famille aussi? Ben, c'est comme vous voulez, mais les prénoms, je pense que ça peut être bon. OK. Sauf pour les Serges. C'est vrai, on a 2 Serges, puis je pense que... Attendez... Ouais, 2 Serges... Ah, c'est dans un autre groupe que j'ai 2 Daniel. Ouais. Salut Daniel. Bonjour. C'est ton premier stage en Amérique du Sud? À Luc. Pour les oiseaux, oui. Hey, ça sent bien. Il va Ouais, faire chaud, il vraiment, hein? va faire beau. Yes, chaud. Même pas 2 semaines. Ouais. 13 de dos. 13 de dos. Bon. On a hâte de partir. Vous autres aussi, hein? C'est clair, hein? Hey, je suis tellement excité, là. 3 ans, pas de voyage, c'est tough. Ah ouais, vraiment. J'ai cru que ça reviendrait jamais. En tout cas, le hasard a été parfait pour te voir à Pointe-Pelée l'année passée, Serge. Oui, c'est vrai, hein? On t'a vu au printemps, ouais. On regarde la caméra. Le plus drôle, c'est qu'on se préparait à s'en aller au Pérou, on va prendre notre voyage au Pérou. Puis on faisait affaire avec Xavier, justement. Ah, c'est donc bien drôle. Ouais. Puis quand on a pris la décision, c'est la journée que mon chum t'a appelé pour voir si on pouvait encore s'inscrire. Quand on a pris la décision, on s'est dit, gars, on va commencer par l'Équateur, puis si tout va bien, on va aller au Pérou quand même.
au Pérou, c'est pas le temps d'y aller. Ma nièce, qui travaille dans le voyage, ils disent qu'il y a tellement de complications au niveau de le gouvernement, puis tout ça. Il y a beaucoup de violence. Puis même Air Canada, il y a quand même quasiment tout cancellé les vols. C'est récent, ça? Ben, la semaine qu'on s'est inscrit, là, Oui. c'est là qu'on a eu la nouvelle. Eh bien. Fait que là, j'ai su que, parce qu'avec Xavier, j'étais supposée d'y parler officiellement, de tout régler ça après les fêtes. Puis là, quand on a pris la décision d'aller avec toi, là, j'ai envoyé un courriel, dire merci beaucoup, puis on va peut-être se voir un jour. On participe en Équateur avec Serge. Ben, c'est moi votre guide. Ouais. Ah, ben, je savais pas que ça s'était corsé au Pérou. Oui, il paraît que c'est vraiment pas bon temps d'y aller partout. Eh bien. Je vais faire un petit tour, étant donné qu'il y a plus de monde que tantôt. Là. Fait que moi, c'est Luc Tremblay, je suis de l'Art des Ormeaux sur l'île de Montréal. Jacques Jobin, de Sherbrooke. Bonjour, Jean. Denis Guérin de Québec. Ici Avec des belles- Chantal de Gatineau. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, c'est bon. Marie-France, Réal, Québec. Evelyne de Laval. Serge et Daniel de Tenwick. Personne ne sait où c'est. Raymond Chutera, Saint-Constant, Rive-Sud. Ah oui, Saint-Constant. sur la rive sud. Amérique du Sud. Denis, vous avez des belles photos en arrière-plan? Oui, oui. Un beau quetzal, un canard branchu, un colibri à grange. Le papa super bien. Là, ça va Ouais, c'est ça, monter hein? sur mon liste. Avec, là, je vois Faut-tu super bien aller avec le chercher pic tout de de suite Rivoli. nos jumelles? Ouais, c'est ça. Toi, Serge, c'est un dulcimer que tu as en arrière? Ah, vous voyez ça? Ouais. Du cimer de montagne. Fio. Juste Ouais, là. Ouais. Quoi des cimères? Comment? C'est quoi des cimères? Ah, c'est un instrument à cordes. Ah! Ouais, un instrument à cordes, 4 cordes. Oh. OK. On a vu que c'est les musiciens qui remarquent ça, hein, parce que personne n'a une guitare en arrière-plan. Ah, oui, c'est ça. Ah, ça ne cache rien à la Zoom. Ben, on peut voir des perdrix grises aussi. Ah, ça, ben, on a ça dans la région. Ils sont là, mais on ne les a pas trouvés. Fait qu'on est 10 au complet, Serge, On est c'est- finalement 12 parce qu'on avait annoncé à 10 parce qu'on n'était pas sûr avec les délais. On fait toujours des voyages à 12, mais là, on n'était pas sûr avec les délais qu'on ait assez de disponibilité dans les lodges. OK. Fait que là, on avait bloqué à 10, puis finalement, on a eu de la dispo partout. Fait que, on a pu contenter 2 autres personnes parce qu'on a refusé pas mal de monde. Ah ouais. Fait que 2 personnes qui ont pu profiter de l'occasion. OK. Fait que là, dans le fond, on est complet. J'écrivais un petit texto, justement. Voilà, on est complet. Il y a une personne qui sera pas avec nous ce soir. OK. Donc, je vais juste finir ma petite... OK, ça c'est bon. Fait que dans le fond, comme vous savez, que je l'avais annoncé, là, la présentation est enregistrée pour la personne qui manque d'une part, mais aussi pour retourner au visionnement, là. Fait que dans le fond, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais en même temps, il y a quand même pas mal d'informations. Ben, c'est soit que vous retournez à l'enregistrement, vous prenez des notes, ou
comme je disais, il y a quand même beaucoup de choses sur la section réservée. Fait que l'objectif de la présentation, c'est surtout de répondre à vos questions. Puis je vais aller un petit peu plus finement là, dans des détails, surtout au niveau de l'habillement, par exemple. Ben, en tout cas, on OK. va aller dans des détails de plein de petites choses, là, mais c'est vraiment, il n'y aura rien de vraiment nouveau en tant que tel dans l'information majeure, mais on va aller vraiment beaucoup plus loin dans certains sujets, plus de nuances, etc. Puis je vous invite, quand on va traiter des sujets en question, si vous avez des questions qui vous viennent, on y va ad lib, là, vous posez vos questions quand vous voulez. Puis à la fin aussi, on fera le tour là, pour voir s'il subsiste des questions. Puis pendant la présentation, je vous inviterai à fermer vos microphones. Ben, dans le fond, on va faire une petite pratique, là. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ouvrir, fermer le microphone, là. Ça devrait être une option qui est en bas à gauche de votre écran, là, si vous avez un setup un peu comme le mien. Oui. Oui. Il y a un signe de microphone. Si vous cliquez dessus, ça le ferme. Si vous recliquez, ça ouvre. Fait que dans le fond, OK. l'idée de le fermer en tout temps, c'est d'éviter s'il y a des bruits de fond, des bruits en arrière-plan, ça évite justement de contaminer l'espace sonore pour que tout le monde puisse bien entendre, mais n'hésitez surtout pas à l'ouvrir là, puis m'interrompre en cours de présentation si vous avez des questions. Fait que faites juste réactiver le microphone, vous m'interrompez vocalement. Sinon, il y a l'option de la petite main là, qui est. Mais je pense que je vais vous inviter plutôt à m'interrompre en activant votre microphone, ça va être plus simple comme ça. C'est pas comme si on était à 600, là. Fait qu'on va y aller comme ça. Donc, vous faites fermer vos microphones, à moins qu'il y ait des choses qui aient besoin de se dire avant qu'on débute officiellement. C'est bon, excellent. Fait que là, je vais partir le partage d'écran. Là, j'ai oublié de vous le dire dans le courriel, mais j'espère que vous êtes tous sur un ordinateur et non sur une tablette ou un cellulaire. Sinon, vous n'aurez probablement pas accès, à moins que je me trompe, là, au partage d'écran. Je vais l'activer tout de suite, puis vous me direz si vous voyez ce qui est à Moi, voir. je suis sur une tablette, là, au cas où ça coupe. Ah, ok, Je ne parfait. savais pas. Ben oui, c'est ça, j'ai pensé à ça tantôt en me connectant. Est-ce que vous auriez une option si j'aime. Ben, je vais partir le partage d'écran, puis vous regarderez si ça fonctionne. OK. Fait que là, je suis en partage, je vais être dans la présentation. Est-ce Ça que vous marche. voyez mon. Parfait! Ah, ben excellent. Sauf que je ne peux plus fermer mon micro. OK. Ben, c'est pas trop grave s'il n'y a pas vraiment. Ah, vous l'avez trouvé. Parfait. Excellent. Fait qu'on débute ça. C'est ça, fait qu'interrompez-moi quand vous voulez. Bon, tout ça, c'est fait. Bon, alors, comme je vous disais, c'est surtout dans la section réservée que vous allez avoir l'information principale. J'ai remis l'adresse ici avec le mot de passe. Puis j'ai ajouté dans la section principale de la destination, là, tu sais, quand vous entrez sur mon site, il y a l'annonce de tous les voyages. Puis là, si vous cliquez, ça c'est accessible au grand public. Puis là, si vous cliquez sur Équateur, vous vous ramassez sur la page que tout le monde peut voir. Ben, sur cette page-là, au cas que vous oubliez l'adresse pour vous rendre à la section réservée, là, si vous allez tout en bas, j'ai ajouté un gros bouton là, pour aller sur la page réservée aux voyageurs. Puis là, ça vous demande le mot de passe. Fait que comme ça, vous n'êtes pas obligé de retourner tout le temps dans vos courriels, aller voir c'était quoi l'adresse pour vous rendre à la section réservée. Puis, j'ai ajouté un gros bouton aussi sur la section réservée qui s'appelle Fiche technique, là. C'était juste un lien parmi tous les autres, là. Fait que je me suis arrangé pour que de façon visuelle, ce soit plus facile à repérer à travers toute l'information parce que c'est vraiment dans ce document-là, PDF, que vous allez avoir l'essentiel de l'information, là. Pas mal tout se retrouve là. Donc, j'ai mis un gros bouton comme celui-là que vous allez pouvoir cliquer dessus pour avoir accès. Bon, fait que là, je vais préciser un petit peu comment ça va fonctionner là, dans les premiers temps du voyage. Là, je ferai pas le tour du voyage au grand complet, mais c'est plus pour les sections un petit peu plus particulières où il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Fait que le rendez-vous à l'aéroport, dans le fond, devant la compagnie Copa, les kiosques de la compagnie Copa, les départs internationaux à l'aéroport de Montréal. Je vais envoyer très bientôt un message parce que tout le monde a coché là, dans le formulaire que vous étiez en accord de partager votre prénom, votre nom de famille, votre courriel et la ville d'où vous êtes.
pour que si vous voulez vous concerter pour faire des déplacements, pour pas qu'il y ait trop d'autos à stationner dans le coin de l'aéroport, ou s'il y en a qui veulent dormir là la veille ou au retour, là, vous allez pouvoir interagir avec vos collègues, vos nouveaux amis de voyage. Fait que je vais envoyer cette information-là sous peu. Je vais pas envoyer les adresses dans les adresses du message, je vais les copier dans le corps de texte pour être sûr qu'il n'y ait pas de piratage ou etc. là. Fait que vous allez avoir les prénoms, les noms de famille, les villes et les courriels de chaque personne. Fait que s'il y en a qui veulent louer une chambre dans le coin de l'aéroport pour laisser la voiture, là, parce que souvent, ça coûte pas même plus cher louer une chambre puis avoir un stationnement inclus que de stationner là, bêtement dans les stationnements alentours. Il faudrait faire un petit update de cette information-là, mais habituellement, ça vaut le coup quand même. Si jamais, moi je vais guider ceux qui veulent être guidés pour passer les contrôles de sécurité, là, c'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous au point de rencontre pour l'heure qui a été déterminée. Mais si jamais vous vous dites, moi je suis habitué puis je vais arriver un petit peu plus tard, puis je vais le faire par moi-même, ou je vais arriver plus de bonne heure, puis on se rejoint à ce moment-là à la porte d'embarquement, moi j'ai vraiment aucun problème avec ça. La seule chose, avisez-moi, parce que sinon moi je vais vous attendre. Je vais prendre les présences, puis là je vais dire, il manque quelqu'un. Même chose, si vous voulez être là au rendez-vous, puis pour une raison ou une autre, vous avez un retard, vous prévoyez un retard, appelez-moi, là, j'ai remis mon téléphone ici, mais vous l'avez dans le document aussi. Prenez bien ça en note pour pouvoir communiquer avec moi le jour du départ, là, si jamais il y a un quelconque problème. Fait que moi, je suis en mesure, je vous dis ça, puis en même temps, je mets un petit bémol, là, je suis en mesure de vous attendre un certain temps avant de traverser la gate pour les contrôles de sécurité, mais faites-moi pas le coup de quelqu'un qui était déjà arrivé 55 minutes avant le départ. C'est bien stressant. Fait que c'est quasiment moi qui tenais la porte ouverte là parce que l'agent de bord voulait plus me laisser passer. Fait que essayez d'être ponctuel, mais si jamais il y a un souci, informez-moi. Puis si vous traversez par vous-même, vous m'avisez, puis c'est super correct. Au niveau des bagages, je vous invite à être vraiment le plus minimaliste possible, dans le sens où vous-même, vous allez transporter vos bagages quand même à plusieurs endroits. Des fois, les lodges, c'est vraiment des petites cabines là, qui sont éloignées du bâtiment central. Fait qu'il faut que vous vous rendiez à la chambre, il faut revenir. On dort entre 1, 2 ou 3 nuits par endroit. Fait que veux pas, sur 13 nuits, il y a quand même beaucoup de transport avec les bagages. Fait que vous allez l'apprécier là, si vous n'avez pas des valises trop lourdes. Ensuite, ce qui est permis, il faut toujours un peu vérifier avant de partir parce que pour toutes sortes de raisons, là, je me souviens une année, il avait attrapé quelqu'un qui avait mis des explosifs dans ses bobettes. Puis là, du jour au lendemain, ils ont changé les règles par rapport à ce qu'on avait le droit en soute, en cabine, etc. Fait que faites juste faire un petit update là à la dernière minute pour voir s'il y a quelque chose qui a changé là en fonction de ce qui est permis. Mais de façon générale, là, depuis toutes les années, puis tous les voyages, c'est pas mal tout le temps la même chose. Un bagage de soute, un bagage de cabine, là, puis il y a des dimensions de taille, là, épaisseur, largeur, hauteur, puis il y a des dimensions au niveau du poids à respecter aussi. Puis ce qu'il appelle le bagage à main, en fait, là, avec vous, vous pouvez traîner le bagage de cabine qui va en haut dans les compartiments, et le bagage à main qui est un sac là, à bandoulière, par exemple, une sacoche, un sac à main, votre ordinateur peut être là-dedans, des choses comme ça. Donc, ça fait comme 2 petits bagages que vous pouvez traîner en cabine, puis le gros bagage principal, lui, va en soute. Il y a plein de petites spécificités, là. Si vous n'êtes pas habitué de voyager, je vous invite vraiment à les lire là, sur les transports en avion. Mais tu sais, tous les petits détails autour de la quantité de liquide qu'on a le droit d'apporter, dans quel genre de contenant, placé de quelle façon, les objets pointus, etc., etc. Fait que juste aller voir toutes les petites recommandations comme ça pour être sûr de ne pas vous faire enlever des choses dans les contrôles de sécurité. Et bien entendu, pensez à votre passeport et vos documents de voyage, les différents documents là, dont la liste est faite dans la fiche technique du voyage. Maintenant, de façon un petit peu plus détaillée, comment ça va se passer à l'arrivée. Je vous fais le premier 24 heures parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses.
On va atterrir à Quito à 21h, s'il n'y a pas de retard puis de changement à l'horaire du vol. Après ça, les différentes étapes, c'est qu'on passe les douanes. Ça, c'est plus ou moins long en fonction du nombre de vols qui arrivent en même temps, là. Fait que c'est un petit peu dur de prévoir les temps à partir de là. Fait que les douanes, récupération des bagages. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit parce qu'ils aimeraient avoir accès à des données mobiles ou des services cellulaires à destination. La meilleure place pour acheter des cartes SIM à mettre dans votre téléphone, c'est à l'aéroport. Le petit souci, c'est que ça allonge le temps un petit peu là, avant qu'on puisse quitter l'aéroport, mais c'est vraiment ça qui est le plus simple parce qu'après ça, il faut trouver sinon une boutique qui le fait. Puis souvent, ils sont pas capables d'insérer les cartes aussi facilement qu'à l'aéroport où ils envoient vraiment beaucoup, toutes les marques de téléphone, etc. Fait qu'on va quand même passer à travers ce processus-là pour les gens qui en veulent. Puis tout de suite après, dans le fond, notre guide, lui, va nous attendre à l'aéroport. Il va communiquer avec l'autobus qui va être stationné un petit peu plus loin. L'autobus vient nous chercher. Puis là, on se rend à notre premier hôtel, qui est un hôtel là, juste pour passer la nuit. Un très bel hôtel, là, vous allez voir, c'est un peu tannant de dire « Ah, on fait juste passer la nuit puis on part quasiment avant qu'il fasse clair. » Mais bon, c'est ça, c'est le compromis à faire. On est à 20 minutes à peu près de l'aéroport. Fait que ce qui fait qu'on devrait arriver à l'hôtel, là, mais c'est encore une fois, il peut se passer plein de petites choses, là. C'est un peu dur à prévoir. Il y a les horaires de vol, est-ce qu'ils ont été respectés, combien ça a pris de temps en douane, etc. La récupération des bagages. Autour de 11 heures du soir, grosso modo. Ben, sans promesse, bien entendu. Ensuite, ben, c'est pour ça que je voulais vous expliquer ce qui allait se passer le soir puis ce qui se passe le matin. Ben, vous allez saisir que la nuit va probablement être relativement courte, la première nuit. Ce qui n'est pas un gros problème parce que même quand les horaires de vol sont meilleurs, les gens ils disent toujours qu'ils ont mal dormi la première nuit. Fait que quand on dort à l'extérieur, c'est un peu généralisé. Mais après ça, vous allez voir, vous allez super bien dormir à partir de la deuxième nuit. Fait que justement, le premier jour du tour, le déjeuner sera à 6 heures. On va s'adapter là, tu sais, s'il y a eu des gros bugs la veille. Mais en même temps, on va essayer de s'en tenir quand même à cet horaire-là pour pouvoir partir à 6h30 vers notre premier site de visite, qui se trouve être le site le plus haut en altitude, puis c'est un site qui s'embrume assez rapidement. Puis quand la brume arrive, puis ça couvre les arbres, on voit à peu près plus rien. Fait que l'idée, c'est d'arriver à faire la visite avant l'heure du dîner à peu près, puis on est à 1h40 de route. Fait que c'est ça qui fait qu'on voudrait partir là, dans les autres 6h30. Ce que ça veut aussi dire, mais tu sais, on va tout vous répéter ça là, à tous les soirs, comment ça se passe le matin. On le répète le matin pour ceux qui veulent le réentendre. Mais ça implique que quand on arrive la veille au soir, on dépaque pas 1 million d'affaires parce qu'on va partir quand même assez tôt le lendemain. Puis on remet tous les bagages dans l'autobus. Fait que c'est ça. On s'arrange pour avoir un petit kit pour passer la nuit. Maintenant, il va y avoir 2 sortes de journées type. Dans le sens où des fois on dort 2 ou 3 nuits dans le même lodge. Ça va être un peu différent. Ça permet des choses que le jour du départ, si on s'en va vers un autre lodge, ça permet pas. C'est-à-dire que souvent quand on est 2 nuits à un endroit, on va faire des visites autour du lodge. Puis c'est très possible, mettons quelqu'un qui dit « Moi je suis fatigué un peu, soit ce matin avant le déjeuner, je ferai pas la sortie qui est organisée pour me donner une couple d'heures de sommeil de plus. » Soit on est dans un endroit où il y a beaucoup d'abreuvoirs à colibris, de mangeoires pour les tangaras, puis quelqu'un fait de la photo, dit « Ben moi je veux rester ici puis prendre mon temps puis améliorer mes photos de ces espèces-là. » Fait qu'il y a vraiment fait faire, entre parenthèses, des petits écarts de route là, très facilement quand on reste au même lodge. Fait que dans le fond, on va vous le dire de toute façon, là, puis vous allez pouvoir adapter votre rythme en fonction de ces options-là. Par contre, c'est sûr que quand on part le matin avec les bagages pour aller faire des sites de visite, puis qu'on ne reviendra pas au lodge, à ce moment-là, ça demande de suivre un petit peu plus le rythme du groupe. Mais l'autobus est jamais loin, c'est possible d'aller se reposer dans l'autobus aussi. Fait que moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Vous l'avez vu dans le document, mais j'ai envie de juste remettre de l'emphase là-dessus, là.
souvent, c'est un problème, là. Je pense que c'est peut-être pas généralisé, mais c'est quand même assez large comme répercussion, là. Il y a plusieurs personnes qui sont affectées par ça, là, la peur de manquer, puis pas vouloir rien manquer. Mais j'ai vu des gens, des fois, avoir, pour toutes sortes de raisons, là, avoir de la fatigue plus intense, parce qu'on va se le dire, là, c'est pas un voyage, on adapte le rythme en fonction des voyageurs, puis de l'humeur des troupes, là. Fait que c'est pas un voyage où on court, mais c'est quand même des belles grosses journées en nature, à l'extérieur, etc. Fait que ça peut être quand même un rythme, étant donné qu'on se lève tôt. Il y a des possibilités de se coucher tôt aussi, mais ça peut être un rythme qui quand même peut jouer sur le système à un moment donné. Puis j'ai vu des gens se tirer dessus un peu pour rien manquer puis tout faire, mais à un moment donné, ça devient la qualité des observations est plus la même. Fait que moi, je vous invite vraiment à être attentif à ça. Puis je vais pas pouvoir le faire à votre place, fait que je vous invite à le faire. Puis ce que j'appelle le mythe du nombre d'espèces vues, c'est que des fois on a l'impression que les gros scores du nombre d'espèces qu'on a vues, soit dans un voyage ou dans une journée, c'est ça qui compte ou qui prend la place. Mais il y a la qualité des observations, c'est vraiment, tu sais, je dirais que 2 mois après un voyage, il y a des espèces qu'on a vues, puis je vous demanderais, est-ce que vous vous souvenez la fois qu'on a vu le petit oiseau brun là, qui est passé en vol vite vite, puis il a lâché un petit cri, puis le guide nous a dit c'est ça, là. Fait que ces oiseaux-là, on s'en souvient moins. Puis les observations de qualité, ben c'est ceux-là qu'on va se souvenir. Fait qu'en quelque part, moi je pense que c'est mieux de focuser sur la qualité que la quantité. Puis en même temps, ben le circuit est monté pour la quantité, dans le sens où le circuit est fait pour qu'on voit le plus d'espèces possible. Mais après ça, on peut décider d'adapter notre rythme puis de dire bon ben sur quoi je focus, puis c'est quoi le temps que je prends dans l'observation des espèces. Fait que, il y en a pour tous les goûts, là. Fait que si vous voulez voir le plus d'espèces possible, vous ne serez pas pénalisé. Puis si vous voulez augmenter la qualité de vos observations ou passer plus de temps à faire de la photo, on tombe sur un nid de toucan puis vous voulez rester là pour le voir sortir puis le pogner en photo en vol, c'est possible aussi. Fait que, puis le fait d'être 2 guides, le guide principal qui va être Xavier, puis moi qui va être le guide de j'allais dire accessoire, mais second, je dirais, ben ça permet ça aussi. Moi, je peux m'attarder en arrière du groupe, vous pouvez me poser des questions sur la photo, on peut jaser du comportement des oiseaux, etc. Puis ça fait qu'il y en a un qui tient la tête avec voir le plus d'espèces possible, puis moi je traîne en arrière avec ceux qui veulent. Là, c'est une petite mise à jour ici. Je vais le publier sur le site internet, la mise à jour des hôtels, là, en fonction des disponibilités des lodges, parce qu'il y a plusieurs endroits où on allait, qu'il y a plusieurs options de lodge, puis là, après ça, on a dû composer avec les délais très courts, puis on s'est retrouvé à augmenter la qualité de certains lodges, là, mais on n'a jamais sous-gradé un lodge qui était prévu, là. Fait que, au mieux, on a upgradé le statut des lodges. Fait que c'est juste pour vous dire que dans le programme que vous aviez en PDF, il y a des lodges qui sont marqués à la fin du circuit. Ben là, ça va être les vrais lodges. Puis on fait exactement les mêmes sites de visite, on va aux mêmes endroits. Puis je vais publier, comme je vous dis, là, dans la section réservée aux voyageurs, je vais ajouter un petit tableau avec les lodges finaux. Ben, juste pour attirer votre attention sur le nombre de nuits qu'on reste, là. Fait que si vous allez voir, c'est quand même reposant dans le sens où on fait pas juste une nuit à chaque endroit, là. Fait qu'on a la première nuit qui est la nuit de transit finalement. Après ça, on fait 2 nuits, 2 nuits, 2 nuits. Après ça, une nuit en transit. Puis après ça, on fait 3 nuits au même endroit. Puis après ça, une nuit, puis une dernière nuit avant notre vol international. Fait que ça devrait être assez bien ventilé là, pour le circuit. Les altitudes, ça c'est vraiment important, là. Je vais dire ce que ça a comme impact dans la prochaine diapo sur la météo, là. Ben, je peux en parler un petit peu ici, là. On dit que c'est pas une règle absolue, là, loin de là même, là. Mais on dit qu'on perd à peu près 1 degré par 100 mètres d'altitude. Mais je vous dirais que c'est moins que ça, là. Fait que c'est entre 0,5 et 1 degré. Tout dépendant aussi s'il fait soleil, s'il vente, etc. Puis, on fait le circuit en commençant par les altitudes les plus hautes pour finir sur le bord de la mer. Okay? Donc, c'est pas nécessairement... Quand on a un circuit qui se passe beaucoup en altitude, c'est bien de faire une progression lente pour que notre corps s'habitue. Mais comme vous voyez ici, là, en haut,
mettons, en bas de 2500 mètres, notre corps ne sent pas la différence. Ou on n'est pas conscient que notre corps sent la différence. Fait que c'est notre première journée seulement où on est dans une section qui demande une acclimatation. Fait qu'il n'y avait aucun moyen de faire le circuit de façon à s'acclimater tranquillement, mais on n'est pas dans des extrêmes non plus de 4500 ou 5000 mètres. Par contre, à 3400, vous allez le sentir. C'est le premier site de visite qu'on fait le premier matin du tour. Parce que quand on est à Quito, on est à 2450 mètres. Fait que là, vous allez le sentir, mais c'est quand même soft. Puis après ça, on monte à 3400 mètres pour une demi-journée, pour l'avant-midi. Après ça, on va faire un site de visite en après-midi qui est à 3000 mètres. Fait que dans cette journée-là, on est relativement haut, mais c'est quand même les altitudes... c'est la haute altitude basse, qu'on pourrait dire. Par contre, moi, je vous dirais que tout le monde va sentir un effet, c'est-à-dire que si vous marchez vite, c'est comme si vous couriez. Si vous marchez normalement, c'est comme si vous marchiez vite. C'est un petit peu ça l'effet que vous allez sentir. Puis, les autres effets qui peuvent être ressentis, mais c'est très variable d'une personne à une autre. Ça pourrait être un mal de tête léger, peut-être des petits maux de cœur pour certaines personnes, mais c'est des cas quand même assez isolés. Puis dans tous mes voyageurs de mes 70 voyages, mais c'est sûr qu'il n'y a pas 70 voyages en altitude, là, mais je vous dirais facilement 40 voyages où on avait des hautes altitudes. J'ai rencontré 2 fois dans ma vie seulement, là, si on imagine 40 voyages fois 12 passagers. 2 fois seulement des personnes qui avaient des malaises plus importants, qui sont pas du tout dangereux, mais des malaises plus importants avec l'altitude. À ce moment-là, moi, je descends avec eux. Je rembarque dans l'autobus, puis l'autobus, il descend une couple de 100 mètres. Puis là, la personne se met à aller bien instantanément. Puis quand la visite est finie, on remonte. Donc, je vous le dis juste au cas où ça vous affecterait. Vous me le direz, puis on va le gérer sur place, puis ça se gère très, très bien. Mais de façon générale, là, 99% des gens réagissent très peu, mais vous allez le sentir. Fait que ça, c'est la première journée. Après ça, tout de suite, on descend à 1800, puis vous voyez, on descend jusque vers la mer. Fait qu'on trouvait ça, comme il n'y avait pas de possibilité d'acclimatation, puis qu'on restait vraiment pas longtemps, on aimait mieux finir sur le bord de la mer, on trouvait ça plus exotique que de le faire dans l'ordre inverse, partir de la mer, puis arriver dans les montagnes, puis avec le froid, mettons. Fait que voilà, c'est un petit peu ces choix qu'on a fait. Ah oui, puis les petites recommandations par rapport au mal de l'altitude, là, ça c'est vraiment universel, je vous conseille de le faire tout le monde. Éviter l'alcool, ça devrait pas être trop dur parce que c'est une sortie du matin, donc ça devrait aller. Mais peut-être prévoir le coup la veille au soir, mais on arrive tard à l'hôtel, là, à moins que ça vous tente de prendre un petit coup à 11h du soir, mais je vous le conseille pas. Donc boire beaucoup parce que le mal de tête puis le mal de cœur, c'est causé par une sensation de déshydratation qui n'est pas une déshydratation réelle, là, mais c'est une histoire de pression atmosphérique. Puis les cellules, là, si ma mémoire est bonne, ils se contractent, puis ils donnent l'impression qu'ils sont déshydratés, puis ils envoient un signal au cerveau que hey, ça va pas, là, on est déshydraté. Alors que c'est pas le cas. Mais quand on boit beaucoup, je veux dire, ça fait comme faire gonfler les cellules, puis eux autres, ils se font jouer le tour, puis ils n'envoient plus le signal de la déshydratation. Puis marcher lentement, ben, ça va vous éviter d'être essoufflé, puis éviter l'alcool. Maintenant, de façon plus générale par rapport au voyage, on va parler du climat puis de la météo. Donc, on est dans une période de l'année où il n'y a pas particulièrement beaucoup de précipitations, mais il y a des précipitations possibles. Là, Xavier me disait tout à l'heure qu'ils ont eu 1 mois de sécheresse inhabituelle qui vient de se terminer la semaine dernière. Donc ça, c'est très anormal. Fait que là, les pluies ont commencé depuis quelques jours, mais c'est très difficile de savoir comment ça va être quand ça va être rendu au voyage, mais disons qu'on n'est pas dans une saison où il devrait avoir beaucoup de pluie. Ensuite, les températures vont être extrêmement variables, comme je disais, par rapport au gradient altitudinal dans lequel on va être. C'est-à-dire que quand on va être au niveau de la mer, là, je retourne à la diapo précédente, là, regardez les jours 7 à 13, on est au niveau de la mer. Puis, si on regarde le jour 6, on est entre 1200 et 100 mètres. Là. Donc, déjà là, c'est sûr que, je dirais à partir du jour 4, là, on est dans des températures plutôt chaudes. Puis, des 7 à 13, ça va être des températures vraiment tropicales, exotiques. Là.
Donc, on pourrait avoir, là, si c'est des journées ensoleillées, on pourrait avoir du 40 degrés. Ça serait pas mal dans les max là, qu'on pourrait avoir, là, gros maximum. Généralement, c'est un petit peu plus confortable que ça. Puis sinon, en altitude, là, imaginez, mettons, à Yanacocha, là, le premier site qu'on fait à 3400 mètres, s'il y a de l'embrun, un peu de pluie puis du vent, là, ça peut être frais pas mal. Fait qu'il faut vraiment prévoir en conséquence d'avoir des couvertures de vêtements adaptés à ces conditions-là. Mais je dirais que dans votre préparation de vêtements, c'est sûr que ça va être davantage du linge léger que du linge chaud, mais ça vous prend du linge chaud pour ces occasions-là, là, où où il peut faire plus froid. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup en voyage, c'est d'être habillé en pelure d'oignon. Ce que j'essaie d'amener pour avoir le moins de doublons possible là, dans mon équipement, ben, j'essaie d'avoir un imperméable coupe-vent, ou un coupe-vent imperméable. Pour pas avoir et un coupe-vent qui serait pas imperméable et un imperméable, ben là, lui, automatiquement, il va être coupe-vent, là. Mais pour pas avoir deux manteaux. Fait que un imperméable coupe-vent, après ça, des couches chaudes comme un polar ou de la laine ou moi j'appelle ça une doudou, là, mais une espèce des petits manteaux là, qui sont gonflés puis qui s'écrasent là, puis qui prennent pas beaucoup de place. Puis peut-être des petits vêtements un peu style combine, là. Moi j'aime bien la laine de mérino, là, un genre de sous-vêtement qui garde la chaleur. Puis après ça, des t-shirts. Ou des chemises à manches longues légères pour les périodes plus chaudes. Tous les vêtements longs, c'est sûr que c'est intéressant dans un sens parce que ça évite d'avoir des zones où on doit mettre de la crème solaire sur des grandes étendues. Puis la même chose, il n'y aura pas beaucoup d'insectes piqueurs, là. Apparemment que c'est. Moi, dans mes voyages passés, il n'y en avait pas du tout. Comme on descend un petit peu plus au niveau de la mer, il pourrait en avoir un peu, mais on ne devrait pas être encombré vraiment. Mais si jamais vous voulez vous protéger contre les insectes piqueurs, ben ça fait moins de surface de peau là, sur laquelle vous allez étendre des produits à base de DEET, là. Fait que les vêtements longs, c'est intéressant pour ça. Puis moi, je recommande vraiment d'avoir un parapluie, un petit parapluie là, portatif que vous pouvez accrocher à votre ceinture ou mettre dans votre sac de randonnée. Je trouve ça très pratique parce que ça évite de traîner le manteau. Puis on peut l'avoir, là, mettons, il y a une apparence de pluie, mais il mouille pas encore, on l'a dans le sac à dos, puis c'est pas encombrant. Puis aussi, on peut observer avec les jumelles à une main, là, où on met une main sur le parapluie, puis les deux mains sur les jumelles, sans que les jumelles se remplissent d'eau, ce qui n'est pas le cas avec juste un imperméable. Sinon, il faut ouvrir l'imperméable, cacher les jumelles à l'intérieur, puis là, quand on les sort, ils se font mouiller. Fait que moi, j'aime beaucoup l'utilisation du parapluie pour ces occasions-là. Fait que les deux, là, imperméable, parapluie. Ensuite, ben, des bonnes chaussures de marche. Là, je passe à travers des choses qu'on voit un petit peu plus loin, là, mais je vais l'aborder tout de suite là, pour être sûr de ne pas l'oublier. Des bottes, des bonnes chaussures, en fait, là, ou des bottines ou des bottillons, là, selon ce dans quoi vous allez être confortable. De façon générale, les sentiers puis les chemins sont quand même facilement accessibles, pas trop accidentés. Et aux endroits où c'est boueux, soit l'agence ou les lodges où on va être, là, quand on va par exemple voir les guarachos des cavernes, là, c'est assez boueux, et les lodges ont des bottes de caoutchouc. Fait qu'ils vont nous les prêter, on n'est pas obligé d'en apporter. Fait que je vous dirais de vous concentrer surtout sur une chaussure dans laquelle, une ou deux paires de chaussures dans lesquelles vous êtes confortable, dans lesquelles vous allez marcher puis être bien. OK. Maintenant, pas l'organisation des bagages de façon générale, mais typiquement en lien avec les déplacements qu'on va faire en autobus. Fait que c'est-à-dire, mettons, là, on quitte le lodge ce matin, puis ce soir, on dort dans un autre lodge. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer les bagages principaux, soit dans le coffre de l'autobus ou sur le toit. Mais à mon avis, c'est dans le coffre. Mais là, à ce moment-là, on a tous nos bagages pêle-mêle dans le coffre arrière. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est pas commode. C'est faisable, mais c'est pas commode. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce que vous allez utiliser durant la journée d'observation jusqu'à l'arrivée au lodge du soir. Fait que traînez-vous un petit sac de randonnée que vous pouvez laisser dans l'autobus aussi, dans lequel vous allez avoir les choses que vous risquez d'avoir besoin durant la journée. Une gourde, on va avoir de l'eau à bord, là, des gros bidons d'eau avec lesquels on va pouvoir remplir vos gourdes, mais une gourde réutilisable,
crème solaire, votre petit parapluie, votre imperméable, coupe-vent, peut-être un petit chandail plus chaud, ou un chandail plus frais, selon d'où est-ce qu'on part puis où est-ce qu'on va. Jumelle télescope si vous en avez, caméra, pile, tout ça dans un petit sac de randonnée, chapeau, livre d'oiseau, etc. Puis tout le reste va être dans votre bagage principal dans l'autobus. S'il y en a qui veulent réduire la quantité de vêtements, quand on va être dans les 2 lodges de la moitié du circuit, là, il y a 2 lodges où on passe 2 nuits, ben c'est possible la première journée quand on arrive de préparer une brassée pour faire le lavage là, par les gens du lodge. Fait que ça peut permettre des fois d'avoir moins de vêtements en quantité puis de le renouveler à mi-parcours. Bottes de caoutchouc, j'en ai parlé. C'est à 4 endroits qu'on va en avoir besoin. Et je vais vous envoyer un courriel. Dans le courriel dans lequel je vais vous faire parvenir les adresses, puis les noms, puis les villes de tout le monde, je vais vous demander, juste pour vous faire un petit rappel, je vais vous demander de m'envoyer vos pointures de chaussures. Ben, de bottes, là, ni plus ni moins. Fait que vous m'enverrez ça. Moi, je vais l'envoyer au guide local pour que lui fasse préparer. Il va préparer les bottes qu'ils ont à l'agence pour les amener dans l'autobus. Puis il va aussi les envoyer au lodge là, du Guaracho qui vont nous amener voir les Oilbirds, les Guarachos. Puis on va avoir des bottes là, à différents endroits. Ou on va utiliser tout le temps celle de l'agence. Là. En tout cas, je sais pas trop. Là, après ça, c'est de la petite gestion interne. Mais j'aurai besoin de vos pointures de bottes à tout le monde. OK. Pour les outils d'observation, si on va un petit peu plus précisément là-dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur l'onglet du site. Comme je vous disais, il y a un guide qui va vous être offert à destination. C'est sûr que pour étudier les oiseaux, ceux qui veulent faire une préparation avant le départ, ben, c'est pas pratique parce que le guide nous attend là-bas. Donc là-bas, vous allez pouvoir le consulter, puis c'est le livre avec lequel on va fonctionner là, en référence, là, quand on va dire « Ah là, on a vu tantôt tel oiseau, c'était à la page 56 ». Fait que là, on va avoir un peu la même référence tout le monde. Quel est le nom de ce livre-là? Très bonne question. Tantôt, je ferai une toute petite pause, puis j'irai le chercher. Dans le document, c'était marqué le livre, 2 points, mais il y avait... Oh, j'ai oublié de le mettre, Moses. Ok, super, j'irai le trouver tantôt. Ben, je pense que je vais aller le trouver tout de suite, ça va être plus logique. Serge, le livre nous est donné ou prêté pour l'excursion? Il vous est donné, offert gratuitement. OK, merci. Fait que je vais aller tout de suite. Est-ce que vous voyez quand je suis sur, sur Google en ce moment, vous continuez de voir la présentation PowerPoint? Oui, on voit qu'est-ce que tu fais. Ah, génial. Alors, attendez. Ah, je vais aller dans... Ah, c'est celui-là ici. Je vais l'ouvrir en plus gros. Je vais tasser ça ici. Fait que c'est le Field Book of Birds of Ecuador, qui est de Miles McMullan puis Leslie Navarrete. Fait que je vais aller l'ajuster sur la section du site internet. Il y a aussi 2 applications que vous pourriez être intéressés. Il y a Birds of Ecuador qui est 53 $. Je vous montre, en fait, c'est le scan de ce livre-là ici, qui est le livre de référence principal. Souvent, les gens qui vont acheter ce livre-là, ils vont le séparer en 2 parce qu'il est énorme, là, vous le voyez ici. Puis il y a la section des planches, des oiseaux en couleur, puis il y a une grosse section qui est à peu près le 2/3, c'est l'information en texte. Fait que les gens, ils vont faire ce que vous voyez sur l'image qui est juste ici, là. Ils vont le séparer en 2, puis là, ils vont faire une section avec les planches couleurs, une section avec le texte, puis ils vont traîner sur le terrain juste la section avec les images. Mais là, maintenant, ils ont fait une version en application. Avec tous les oiseaux, ils fonctionnent vraiment très bien, là. Si vous voulez une application sur le téléphone, je vous dirais que c'est la meilleure à utiliser.
Sinon, si vous voulez avoir quelque chose qui coûte vraiment pas cher, puis qui est quand même relativement complet, parce que c'est quand même 1553 espèces, là, c'est The Birds of Ecuador à 13 $. Puis, il est juste un petit peu moins, comment je dirais, c'est moins convivial comme interface de navigation, il y a moins d'informations, les images sont un petit peu moins appropriées, là, c'est un petit peu plus difficile de comparer deux espèces ensemble, mais ça fait tout à fait l'affaire aussi. Puis c'est vraiment très optionnel tout ça, hein. Autant le guide d'identification avant de partir que les applications, là, il n'y a rien d'obligatoire. Il y a pas une préparation non plus qui est obligatoire en vue du voyage. Serge, Oui, la liste qu'il y a déjà avec Merlin sur eBird, c'est-tu correct aussi? C'est complet? je l'ai pas regardé, mais je suis sûr que ça doit être J'ai complet. téléchargé ça, moi, mais je ne sais pas si c'est utile ou pas. Ben, il faudrait que je le regarde, mais moi, je suis sûr que oui, parce que c'est quand même une ressource qui est très, Oui, puis il y a les champs, puis il y a tout. vraiment. Eh bien, est-ce qu'elle est accessible hors ligne à ce moment-là? Oui, on a juste au lieu d'avoir C'est comme tu télécharges la trousse régionale de Ah l'Équateur. oui, ben oui. Ben oui, tellement. Ça ne coûte rien en plus. Ben oui, Moses. Ouais, vraiment. En tout cas, je suis juste comme ça, là. Ouais, je le téléchargerai puis j'irai voir. Prenez pour acquis que ça fonctionne bien puis que c'est complet. Je vais aller voir. Puis si c'est pas le cas, dans le message que je vais vous envoyer avec les noms de tout le monde, les pointures de bottes, je vous dirai. Je vous dirai, mettons, ah finalement, Merlin, c'est moyen pour telle raison. Mais moi, je suis sûr que c'est très bien fait, très complet. Super bonne idée. Avec l'application Internet là, des Birds of Ecuador, est-ce qu'on peut comparer comme dans le ciblé deux oiseaux, par exemple? Je pense pas, je l'ai feuilleté rapidement. Je pense pas. Il y a plusieurs champs, il y a plusieurs images par espèce. Il y a la carte de répartition, elle est super bien faite, là. Elle est faite à partir de cartes géographiques, un peu comme on trouve sur Google Earth. OK. Mais je pense pas qu'on peut faire une comparaison côte à côte. Par contre, dans l'affichage, c'est ça que j'ai aimé dans l'affichage principal, c'est un guide en dessin au lieu d'être en photo comme l'autre, là, le deuxième, la 13 $, c'est un guide en photo. Ah, OK. Le guide en dessin, les oiseaux sont tous placés de façon uniformisée. Puis quand on déroule, ils sont placés par groupe, par famille. Puis c'est très facile d'en voir une dizaine dans la même page, puis de voir tout de suite un peu les différences. Ah oui, puis une chose que j'aime vraiment beaucoup avec cette application-là, c'est qu'on peut faire un tri des espèces par région. Il y a au moins une quinzaine de régions différentes d'Équateur. Puis quand on choisit la région, ça élimine toutes les espèces qu'on peut pas voir. Fait que là, on tombe au lieu de 150 espèces de colibris, on tombe à 15, là. Ouais, c'est moins notable. Fait que ça, c'est une option intéressante. Mais peut-être que Merlin le ferait aussi, là. Fait que faites pas des dépenses inutiles, là. Moi, j'aime bien cette appli-là, mais je trouve que l'idée de Merlin, c'est vraiment bon. OK, merci. Un petit mot par rapport aux jumelles. Les jumelles, là, c'est sûr que la qualité des jumelles que vous allez avoir pendant le voyage va vraiment avoir une influence sur la qualité des observations que vous allez faire. Puis là, l'idée, c'est surtout pas que vous fassiez des dépenses inutiles, mais si, mettons, vos jumelles sont vraiment pas bonnes, là, vous voyez pas bien dedans, vous voyez l'oiseau en double, là, parce que des fois, ça se désajuste là, quand ils ont mangé un coup. Peut-être essayer d'en emprunter, tu sais, le voyage dure 2 semaines, puis on n'est pas dans un temps de l'année au Québec où c'est super... ben c'est ça, il y a des belles observations à faire, là, mais peut-être que vous avez des amis de qui vous pourriez emprunter des jumelles pour pas faire une dépense inutile, là. Mais c'est sûr que si vous fonctionnez avec des jumelles, on dit des jumelles moyens haut de gamme, là, c'est sûr que ça va changer beaucoup, parce qu'on va utiliser ça toute la journée. Fait que ça peut être vraiment pertinent là, de faire un move dans ce sens-là. Le télescope. Là, ça, je vais le préciser. Là, il y avait quand même une section dans le document où j'en parlais beaucoup, là, mais je vais vous le dire de façon verbale. Dans le fond, le télescope ne remplace pas les jumelles du tout. Le télescope, on l'utilise dans des occasions très précises. Par exemple, si on va au limicole, là, comme ça va être le cas dans les dernières journées. Puis vous allez voir que les limicoles, les petits oiseaux de rivage, pas de télescope, on voit des phénomènes là, de gros groupes de limicoles qui se promènent, puis qui volent ensemble, puis qui font des balais aériens. Ça, c'est super intéressant. Mais pour faire de l'identification fine, sans télescope, là, c'est quand même ordinaire.
Fait que, il y a des occasions comme ça. Ça peut être, on est en autobus, puis on voit un oiseau de proie perché loin dans un arbre mort. Il bouge pas, mais on est très loin. Puis là, avec le télescope, on va voir excessivement bien, alors qu'aux jumelles, on verrait pas grand-chose. Fait que moi, j'ai un télescope, Xavier en a un. Mais l'idée, c'est quand on a 3 ou 4 télescopes par groupe, c'est encore plus intéressant. Puis on traîne pas le télescope sur le terrain là, au cas où on en ait besoin. Là. Xavier traîne la sienne, puis une c'est assez si on trouve par exemple un ibijo, là, les potous, là, puis que par hasard on en trouve un, ben on met le télescope dessus, puis tout le monde s'alterne, puis tout le monde va avoir le temps de le voir. Mais si on est au limicole, puis que là on scanne, puis il y a plusieurs espèces à voir, c'est mieux d'avoir plusieurs lunettes, parce que admettons qu'on aurait juste une, c'est qu'à chaque espèce, il faut faire l'alternance de 12 personnes. Fait que c'est un peu fastidieux, puis ça laisse des longs temps morts. Tandis qu'à 4 lunettes, ben, on peut mettre 4 oiseaux, puis là, l'alternance se fait beaucoup plus rapidement. Fait que s'il y en a qui ont une lunette d'observation, puis qui sont intéressés de l'amener, ce que je propose comme fonctionnement sur place, c'est que vous soyez pas pris à trimballer la lunette quand c'est nécessaire, mais généralement, on n'a pas des longues distances à faire, comme je vous dis. On la laisse dans l'autobus. Si de façon opportuniste, on voit un oiseau qui est loin puis que ça vaut le coup de mettre la lunette, on la sort et est toute proche. Et si on s'en va à un endroit qui nécessite l'utilisation de la lunette, on vous le dit en partant, puis là, vous la sortez. Puis soit on se partage le transport de la lunette, ou peu importe, là, après ça, on fait. Il y a des gens qui veulent traîner leurs lunettes avec eux, puis c'est tout à fait correct. Mais si vous vous dites ah, moi je veux l'amener, mais je veux pas la trimballer, on trouvera du monde, ça c'est sûr que c'est pas un problème rendu là. Après ça, c'est sûr que la personne qui a apporté sa lunette, ben, elle a le privilège de regarder l'oiseau en premier. Puis après ça, on fait une alternance rapide en premier pour que tout le monde ait la chance de voir l'oiseau. Puis après ça, on peut faire un deuxième, troisième tour, puis là, on prend plus de temps pour voir l'oiseau s'il est encore là. Fait que moi, j'aimerais que vous me disiez soit maintenant ou vous pouvez m'écrire, là, c'est vraiment pas urgent. Mais si vous pouvez m'écrire, si vous comptez apporter votre lunette. Serge, une question. Tu parles justement de laisser peut-être les lunettes dans l'autobus. C'est-tu le guide principal qui conduit l'autobus? C'est-tu un chauffeur? C'est un chauffeur, oui. Ça va être le même chauffeur qui va être avec nous tout le temps. Ça veut dire que les bagages ou du matériel photo est toujours gardé. Toujours. En excursion. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Là. Oui, oui, absolument. C'est très, très important. Puis c'est ça, le chauffeur, il vient jamais aux oiseaux avec nous autres. Il reste toujours dans l'autobus à surveiller. Fait que vous laissez ce que vous voulez dans l'autobus. Fait que c'est pour ça que je vous disais tantôt, vous pouvez apporter un petit peu plus de stock dans l'autobus. Même si, par exemple, on commence dans des altitudes un peu plus hautes, puis il mouille, et là, on a le parapluie, l'imperméable, un chandail chaud. Puis là, on descend, on fait un site plus bas en altitude, le soleil est là. Ben, on laisse tout ce qu'on n'a pas de besoin dans l'autobus, puis on essaie de faire des randonnées le plus léger possible. Okay. Merci. Donc, s'il y en a qui comptent apporter leurs lunettes, vous me le direz, vous m'informerez pour que je sache combien on en a. Pour le checklist, dans le fond, c'est une liste de tous les oiseaux d'équateur. Puis là, vous avez une petite colonne pour chacune des journées. Puis à tous les soirs, on va remplir la checklist ceux qui veulent. Fait que là, on va dire, aujourd'hui, on a vu ça. Puis là, on fait des petites coches. Puis on compte le nombre d'espèces qu'on a vues dans la journée, le nombre d'espèces qu'on a vues pendant le voyage. Moi, je fais une liste sur Excel, jour par jour, puis je vous l'envoie à la fin du voyage. Fait que s'il y en a qui disent « Ah, moi, je prendrais plutôt ce temps-là pour aller relaxer », c'est super correct, vous n'êtes pas obligé d'être là pour la liste. Vous allez avoir une liste papier quand même, puis après ça, vous retranscrivez si vous voulez, ou peu importe, là. Mais je veux juste vous dire qu'il va exister une liste Excel de toutes les observations du groupe. Fait que ça veut dire que c'est pas nécessairement toutes des observations que vous allez avoir faites, mais au moins vous allez savoir qu'est-ce qui a été vu par tout le monde à chaque journée et de façon globale pour le voyage. Ça, c'est une checklist que je fais imprimer, que je vais vous donner à l'aéroport ou ceux qui seront déjà rendus à destination que je vous donnerai à l'hôtel le soir de notre arrivée ou le lendemain matin. Fait que, tu sais, je vous invite à pas imprimer. Moi, j'ai fait vraiment un format, c'est un peu complexe là, de faire la mise en page pour faire fitter 13 journées dans un document Excel sur une page. Ça donne un document d'une quasiment une trentaine de pages quand même, là. Fait que si vous faites pas une super de belle mise en page, vous allez tomber à 80 pages facilement. Fait que c'est beaucoup de papier pour rien.
Puis elle est uniformisée, puis à côté de chaque espèce, vous avez les noms français, anglais, latin, puis à côté de chacune, j'ai mis un numéro. Fait que quand on fait le checklist, on dit, mettons, je sais pas moi, la Pénélope des Andes, puis numéro 53. Fait que vous faites juste chercher le numéro 53, vous faites une petite coche à côté. Fait que ça, je vous remets ça là-bas. Serge, Oui, donc, on va avoir toutes les informations si jamais on veut se faire des listes T-Bird, on a toutes les informations. On n'est pas obligé de les faire à mesure nous-mêmes. ben, je vais amener un bémol parce que ce qui va se passer en fait, c'est que ça va être une liste par jour, mais souvent on va avoir fait plus qu'un site dans la journée. Fait qu'on n'aura pas. Ben, Xavier a quand même l'habitude de, entre parenthèses, caler la shot là, en disant, mettons, ça a été vu à Yanacocha, ça a été vu à tel endroit. Mais à ce moment-là, ça impliquerait que vous ayez un petit code spécial, là, un code personnel où vous êtes mettez 1, 2, 3, mettons, selon le site qu'on a fait durant la journée. Parce qu'on ne pourra pas entrer tous les oiseaux d'une journée sur un même site eBird. Ça répond? Oui, merci. Je sais que il y a probablement d'autres personnes que ça va intéresser les listes eBird, fait que peut-être que vous pouvez vous arranger entre vous aussi pour splitter la tâche. Fait que ça peut être une option aussi, là. Être en break une fois de temps en temps. Ouais, s'il reste du temps à la fin, on pourra peut-être faire une couple de sondages là, pour les gens qui rentrent les affaires sur eBird, puis voir aussi la question des lunettes. Là. Ouais, bonne idée. Super. Ah là, ça, j'avais hâte de vous parler de ça. Là. Moi, je suis bien excité de ça parce qu'on va faire une activité spéciale. On visite Isla de la Plata, là, qui est considéré comme le petit Galapagos du continent. C'est à 50 km de la côte. Fait que habituellement, il faut faire 1000 km pour se rendre à l'archipel des îles Galapagos, puis ça coûte quand même beaucoup de sous. Puis là, on peut aller sur une île, Isla de la Plata, qui est ni plus ni moins une île qui est au large, mais à 50 km du large, mais qui abrite des espèces qui ne nichent qu'aux Galapagos. Combiné à ça, parce qu'on va faire une visite de 4 heures sur l'île, dans les sentiers de l'île, pour aller voir les colonies d'oiseaux. Puis, juste avant, on va avoir fait 5 heures en mer avec des scientifiques qui vont garrocher ce qu'on appelle du chum. C'est comme une espèce de bouillie là, de poissons qui sent très fort. Puis ça attire les oiseaux pélagiques. Fait que tous les oiseaux, là, les puffins, pétrels, océanites, éventuellement peut-être de l'albatros si on est hyper chanceux. Mais il y a des espèces pélagiques comme ça qu'on peut pas voir à partir de la côte, qu'on va avoir des chances de voir, puis probablement des espèces là-dedans qu'on va voir en très grande quantité. Fait que ça risque d'être vraiment là, super excitant. Si vous avez des tendances à avoir le mal de mer, peut-être prévoir quelque chose en conséquence. Je sais qu'il y a de l'homéopathie, il y a des médicaments, il y a différentes choses qui fonctionnent bien. Il y a des points aussi pas d'acupuncture, mais d'acupression, en tout cas. Bref, vous prenez le truc qui vous fait, si vous pensez que vous avez une sensibilité à ça. Mais c'est pas un très gros bateau, donc généralement ça peut brasser plus, mais ça donne moins le mal de mer que quand on a du roulis sur un plus gros bateau qui est pas stabilisé. Mais quand même, je vous le dis au cas où. Et après, je sais pas quand dans la journée, là, je sais pas si c'est avant la visite sur l'île ou après, mais on va faire une balade en apnée pour ceux qui veulent, en snorkeling. Donc, location d'équipement. Puis finalement, il va être inclus dans le forfait, fait que vous n'aurez pas de frais pour ça. L'activité snorkeling va être incluse. Ah, OK. Là, j'insiste. OK? Serge, Oui. Serge, comme moi, normalement, je fais de la plongée dive, OK? Et, moi, c'est certain que j'aime mieux emporter mes lunettes puis mon tuba. Mais est-ce qu'ils passent les palmes? Ouais, ils ont toutes palme, mastuba, ouais. Ah, OK, ça marche. Absolument. OK. Fait que ça va être une petite balade là, d'à peu près 1 heure. Là. On va sauter à partir du bateau parce que c'est un site de plongée. Oui. Ça devrait être bien intéressant. Puis là, ce que je me préparais à dire quand je disais j'insiste, là, je vous raconte un peu comment ça se passe au Galapagos sur 10 jours. Là. La première journée, parce qu'on fait de l'apnée tous les jours, ceux qui veulent. Là, la première journée, il y a sur 16 personnes, il y a, mettons, 8 personnes qui y vont.
Là, ils reviennent, ils sont tous excités, ils parlent de ce qu'ils ont vu. Le lendemain, il y a 10 personnes. Là, tout le monde revient bien emballé. Le lendemain, il y a 2 personnes qui s'ajoutent, mais à la fin du voyage, là, je vous jure, c'est bien rare que c'est pas tout le monde au complet qui font de l'apnée. OK? Fait que c'est assez facile. Si vous n'êtes pas habile à nager, vous pouvez nager avec une bouée, juste avoir la tête dans l'eau. Vous pouvez rester à côté du bateau puis juste rentrer votre tête dans l'eau puis flotter tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de nager, de vous éloigner. Fait que je vais juste vous le dire pour que vous vous prépariez psychologiquement parce qu'on peut voir plein de choses. On peut voir des requins, des raies. C'est un bon spot pour la raie manta, là, la grosse raie qui ressemble à un gros oiseau de mer. On peut voir des tortues parce que c'est l'Isla de la Plata, c'est un site de nidification de la tortue de mer. Fait qu'il y a vraiment plein de super belles choses à voir, des poissons tropicaux. Fait que même si vous restez tout près du bateau à la surface, vous allez voir des choses. Fait que je vous invite à peut-être être un petit peu audacieux si jamais c'est pas quelque chose a priori qui vous tente, là. On va pas vous forcer puis c'est optionnel. Mais moi, je vous dis, c'est une belle expérience quand même à vivre. Puis il y a des façons d'adapter. Comme je disais, en fonction de votre aisance, il y a une façon d'adapter l'activité aussi pour que vous soyez bien puis que vous vous sentiez en sécurité. Excuse-moi, Serge, une autre question. Oui. Pendant la 5 heures en mer, c'est-tu une route migratoire pour les baleines à proximité de la côte ou pas du tout? Je pense qu'il y a des options, mais je pense pas que c'est les meilleures options. Mais on peut être surpris aussi, là. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'on peut voir quand même des mammifères marins, là. Mais c'est moins prévisible. OK. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait aussi. Je sais pas s'il y avait une autre question. Une niaiserie. Je me demandais s'il y avait de l'argent. OK. Peut-être. Donc, moi, j'aurais besoin d'une autre question. Oui. C'est ça, c'était parce que quand on s'en avait parlé pour l'apnée, tu disais qu'il fallait réserver là-bas en arrivant. Tandis que là, tout se fait seul. Ouais, c'était pas de réserver là-bas, mais c'était une activité payante, dans le fond, au départ. Fait qu'il fallait louer l'équipement. Ouais. C'était optionnel dans ce sens-là. Fait que ceux qui voulaient payer pour pouvaient le faire, mais là, c'est inclus. OK. Mais c'est le même. Puis j'ai vérifié, puis il y a de l'équipement pour tout le monde. Ah oui, puis c'est un bateau nolisé, là, fait qu'on est juste notre groupe sur le bateau. Super. Fait qu'on peut adapter là, en fonction de nos observations, nos intérêts, puis tout ça. OK. Les autres items, là, je ne vous fais pas la liste complète que vous allez retrouver dans le document principal, là, mais je voulais juste insister, il y a des choses qu'on a déjà parlé. Mais le maillot de bain pour l'apnée, mais pas juste pour l'apnée, il va y avoir plusieurs occasions de baignade aussi, que ce soit dans des piscines, des hôtels ou dans la mer. Fait que c'est quand même bien à prévoir. Aussi pour l'apnée, ce qui me revient là, que j'ai pas écrit nulle part, fait que c'est une information importante, vous n'allez pas la retrouver, c'est de faire attention aux parties qui vont être exposées pendant que vous nagez. Moi, je ne suis pas sujette à faire des coups de soleil, là, mais mes plus gros coups de soleil, je les ai faits en apnée. Parce qu'on est à plat sur l'eau, on expose tout notre dos, nos bras, nos jambes au soleil, là, vraiment à 90 degrés, à l'équateur, à un endroit où on est très près du soleil, fait que prévoiriez soit moi j'amène justement des sous-vêtements en laine de mérino, là, mince, puis je mets ça, mais ça peut être n'importe quel type de vêtements longs. Sinon, mettre de la crème solaire, mais la crème solaire, ça a quand même une certaine toxicité, là, faire tremper ça dans l'eau, c'est moins le fun, mais c'est possible aussi. Moi, j'aurais une autre question, Serge, pour l'apnée. Oui. Tu disais tantôt que l'équipement était fourni pour ceux qui veulent, mais est-ce qu'ils ont des wetsuits? Non, l'eau va être assez chaude à cette période-là, puis il n'y a pas de wetsuit. OK. Voilà. Ensuite, ceux qui ont un appareil photo sous-marin, vous pouvez l'amener parce qu'il y a des photos intéressantes à faire. Seule chose, faites pas la dépense pour rien parce que ça dure 1 heure, là. Puis moi, je vais sûrement filmer puis prendre des photos. Fait que je ferai peut-être un petit montage avec ça à la fin pour vous l'envoyer. Apportez un petit sac de plastique pour couvrir vos équipements d'observation quand ils mouillent ou pendant la balade en mer.
parce qu'il peut y avoir de l'embrun, là, puis l'eau saline, puis les appareils électroniques, c'est jamais bon. Une gourde réutilisable, sac de rando. Puis lampe frontale, là, je suis pas retourné, mais je me suis demandé si je l'avais mis dans la liste des choses à apporter. Fait que peut-être vous prendre une petite note au cas où j'ai oublié, mais je pense que je l'ai mis. Mais la lampe frontale, ça va être important pour les sorties nocturnes ou pour vous promener le soir, là, quand il fait noir. Maintenant, pour Internet, il y aura de l'Internet, là, moi, je pense qu'il va en avoir dans tous les lodges sans exception. Fait que ça devrait être très facile. Ceux qui veulent en avoir à d'autres moments durant la journée, comme je vous disais au début, c'est possible d'avoir une carte SIM. Ça vaut 25 là, je pense, 25 US. Là, j'ai pas pu avoir l'information du nombre de données qu'il y a là-dessus, mais c'est amplement suffisant pour les courriels, puis navigation Internet, etc. Là. Vous pourrez pas écouter des films sur Netflix, mais je pense pas que ça va être votre objectif rendu là-bas. Maintenant, l'argent de poche à prévoir. La devise là-bas officielle, c'est le dollar US. En fait, c'est la seule devise qui est acceptée. Puis, allez pas dans les gros billets là, comme 50 ou 100 parce que ça peut être super difficile à changer parce qu'il y a beaucoup de contrebande. Fait que des 1, des 5, des 10, des 20, ça va bien. Les cartes de crédit, c'est vraiment pas partout que vous allez pouvoir payer avec ça, mais il y aura des options, peut-être dans les petites villes pour des souvenirs ou des trucs comme ça. Mais fiez-vous pas là-dessus, là. Dites-vous pas, moi j'amène juste ma carte de crédit, c'est probablement pas la meilleure option. Puis le problème avec les guichets, il y a des guichets là-bas, vous pouvez faire des retraits au guichet, c'est sûr. Par contre, on essaie de le limiter le plus possible parce qu'on perd beaucoup de temps. Des fois, il y a des longues filées au guichet dans les pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud, là. Ça peut être très long, puis c'est du temps d'observation en moins parce qu'on n'aura pas tant de périodes là, de temps libre. Dire, mettons, ah là, on a un petit bloc de 3 heures, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, on est dans une petite ville, puis ça va peut-être arriver un petit peu vers la fin, mais très peu. Donc, quand tout le groupe est obligé d'attendre dans l'autobus parce que 2-3 personnes ont besoin de retirer de l'argent, je vous dis pas que c'est pas possible, mais essayez de pas trop compter là-dessus là, de façon générale. Moi, j'aurais une question, Serge. Oui. Ah, OK. OK. J'ai vu que c'était à la prochaine. Oui, exact. Fait que je vous ai fait un résumé ici, là, sur notre site dans les non inclus, les dépenses non incluses, l'OPC nous exige d'en mettre plus que moins, là. Mais là, je vous ai mis les vraies dépenses non incluses que vous allez probablement avoir à faire. Donc, le souper du 22, c'est-à-dire le jour du départ. On part le matin en avion, puis on a un repas inclus, si ma mémoire est bonne, durant notre plus long vol vers le Panama. Après ça, on n'a pas le souper. Fait que le souper va être pris là, en quelque part, soit sur le vol, mais je pense que le vol n'est pas très long, ou à l'aéroport du Panama. Ensuite, le dîner du 4 février, qui est un peu le même principe, là, c'est quand on revient. Donc, on va se rendre à l'aéroport à peu près vers 9-10 heures du matin. On prend notre vol à 12h40 quelque, si ma mémoire est bonne. Donc, le dîner de ce jour-là, on va le prendre à l'aéroport. Puis, on va avoir un repas inclus sur le vol qui va faire Panama-Montréal. Fait que c'est les deux repas là, que je voyais qui étaient non inclus dans tout le circuit. On essaye d'inclure le plus de choses possible pour pas que vous ayez de mauvaises surprises. Après ça, il y a beaucoup dans les repas, là, généralement, il y a des breuvages inclus, là. Il y a plein de possibilités de breuvages, les jus le matin, etc. Par contre, des fois, il y a toutes les boissons alcoolisées sont pas incluses. Puis des fois, il y a d'autres breuvages comme des liqueurs, par exemple, là, des boissons gazeuses qui ne seront pas incluses. Fait que faites juste prévoir ça, tout dépendant de vos habitudes de consommation. Les dépenses personnelles qui sont dures à évaluer, là, ça dépend des gens, mais les petits souvenirs que vous voudriez ramener. Puis pour les pourboires, c'est toujours un peu embêtant, mais j'essaie de vous donner un petit peu d'informations. Mais j'insiste que les pourboires, c'est vraiment discrétionnaire. Il n'y a personne qui comptabilise si vous avez donné tant. C'est vraiment important que vous compreniez que c'est vraiment une marque d'appréciation. C'est laissé à votre bon jugement. Il n'y a rien d'obligatoire. Je dirais qu'à destination, ça fait quand même un peu partie des us et coutumes, là.
les salaires sont pas très élevés, puis vous allez voir, vous allez être excessivement bien traité par Xavier, puis super bien traité aussi par le chauffeur, j'en suis absolument convaincu. Fait que c'est deux personnes qui sont vraiment aux petits oignons. Ben, je sais pas ça va être quel chauffeur exactement, mais mes expériences, c'est qu'à destination, tu sais, ces gens-là, ils savent que ils prennent soin de gens, que c'est eux qui leur apportent du travail. Fait qu'ils sont vraiment très, très, très attentionnés, ils travaillent fort, ils nous aident beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment juste des ordres de grandeur, là, mais ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que l'intervalle peut être très, très, très variable en fonction de ce que vous allez avoir vécu là-bas. Fait que je vous invite vraiment à pas tant vous fier sur les chiffres. C'est juste qu'avant, je donnais pas de chiffres, puis les gens n'avaient aucune idée de ce que ça valait, puis ça générait un petit peu d'incertitude ou un peu, pas de l'anxiété, là, mais un petit peu de stress de dire, OK, ben combien je donne? Fait que c'est un ordre de grandeur, mais vraiment, c'est difficile à dire. Pour les pourboires autres services, là, c'est dans le fond les chambres, puis vous allez voir, il y a des lodges dans lesquels on va aller, peut-être qu'il va y avoir des guides locaux. Là, je sais pas, parce que je suis jamais allé au Guaracho des Cavernes, mais peut-être quelqu'un du lodge qui va nous accompagner pour nous amener voir ça. Fait que quand on a des services plus spécifiques, ben vous pouvez diviser le montant que vous gardez par jour. Là, si on dit que c'est un gros max de 5$, puis on est accompagné par un guide pour une sortie privée, mettons, là, un guide qui se rajoute à Xavier, ben vous pouvez donner 2$ au guide, puis donner le reste, mettons, 1 ou 2$ pour la chambre d'hôtel. Fait que, vraiment, vous y allez comme vous le sentez. Mais c'est ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui intervient, vous pouvez, ben c'est ça, en fonction de votre appréciation. Pour le chauffeur et le guide local, moi, ce que je suggère de faire, c'est de lui donner seulement à la fin, parce que c'est les deux mêmes qui vont être avec nous tout le temps. Fait que vous pouvez, en fonction de l'expérience que vous avez vécue, à la fin, soit le mettre dans une enveloppe ou lui remettre en main propre là, quand ils vont nous porter à l'aéroport. Fait que moi, je vous conseille de le faire comme ça. C'est lui, Serge. Oui. Oui, c'est. Excuse, hein, j'ai perdu un bout. Pour voir guide accompagnateur, point d'interrogation, c'est de ça que tu parlais, que des fois, on peut avoir une personne de plus? Non. C'est lui. Ça, c'est moi, mais là, moi, je suis pas à l'aise de vous dire rien. Puis, moi, je précise vraiment sur, si vous me donnez rien, là, vous n'êtes pas sur une blacklist, OK? Ça, je veux que ce soit clair, là. OK. Fait que l'important, c'est vraiment plus, vu que c'est plus une, comment je dirais, c'est plus une façon de fonctionner dans ces pays-là. Fait que ça, c'est la partie qui est importante. Puis après ça, c'est vraiment comme vous le sentez. OK. Quand tu parlais aussi tantôt pour voir pour les chambres des choses en main, mais quand au niveau du service aux tables, quand on va manger, c'est important d'en laisser ici? Non, pas du tout. En fait, ça fait pas partie des coutumes du tout. C'est très occidental, là, les types au repas. Puis souvent, ce qui se passe, c'est, moi, ça, je vais vous le préciser, là, quand on est plus dans un lodge, c'est plus un travail d'équipe, c'est-à-dire que ça va être les mêmes personnes qui vont s'occuper de l'accueil, qui vont nous servir aux tables, qui vont faire à manger, puis qui vont faire les chambres. C'est comme la même équipe, puis ils se répartissent le travail. Et souvent, à ce moment-là, je vais vous dire, mettons, il y a une boîte à pourboire. Et là, vous allez pouvoir le mettre dedans, puis eux, ils se répartissent ça à la gang. L'autre fois, quand c'est plus une formule hôtel, à ce moment-là, on a moins de services généraux, puis c'est plus ceux qui font les chambres. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a un petit intervalle là, entre 3 et 4. Mais c'est ça, vous jouez là-dedans, puis vous ajustez. Puis ça, je vais vous le dire, là, ici, vous pouvez laisser à la chambre. Ici, il y a une boîte à pourboire. Fait que je vais essayer de vous aiguiller du mieux que je peux en fonction des endroits où on va être. OK. Puis s'il y a des... mettons, vous arrivez au lodge, souvent il y a des gens qui vont aller porter votre bagage à votre porte de lodge là, quand ils sont un petit peu plus loin. C'est pas nécessaire de donner du pourboire là non plus. Okay? Ça fait partie du service général du lodge. Puis quand ils vont se séparer les pourboires, ça va être distribué à l'interne. OK. OK? Oui. Voilà. Donc, pour la question de santé, je peux pas dire grand-chose parce que j'ai pas de compétences en santé. Fait que j'ai pas le droit non plus. Fait que je reste quand même assez évasif. Vous avez vu quand même, je l'ai donné
pas mal d'infos sur les risques de malaria parce que c'est une question qu'ils vous posent dans les cliniques du voyageur, là. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, ça reste vraiment un choix personnel. Moi, je vous recommande vraiment d'en parler avec les professionnels que vous allez aller voir. Puis, on ne va pas dans la province d'Esmeralda, qui est la province qui est reconnue comme étant une petite affaire plus risquée. On n'y va pas. Fait que, des fois, ça peut être une information importante à donner. Puis si vous avez des problèmes de santé connus, là, autant au niveau des allergies alimentaires, si vous avez des maladies qui peuvent avoir des complications, puis que c'est important qu'on sache que vous prenez tel... T'sais, on veut pas faire de l'indiscrétion, mais si, mettons, vous avez une maladie qui fait que vous pouvez tomber inconscient, puis on sait pas ce que vous avez, c'est important vraiment de nous informer pour qu'on puisse intervenir de façon judicieuse et efficace, là. Fait que... si vous ne l'avez pas fait dans le formulaire parce qu'on le demandait, vous pouvez m'écrire, puis on garde ça vraiment confidentiel, là, cette information-là. C'est juste pour nous permettre d'être efficaces dans nos interactions si jamais il se passe quelque chose. Vous voyez aussi que je passe vraiment rapidement sur des sujets complexes, là. Excuse-moi, Serge. Excuse-moi, Oui. Serge. Concernant les vaccins, Oui. Moi, je ne suis pas vacciné contre la fièvre jaune. Ouais. Et j'ai appelé ce matin, j'ai parlé à une infirmière. Fait que je ne sais pas si dans le groupe, il y a du monde des médecins ou des infirmières, des infirmières, là. Mais quand j'ai décrit le trajet qu'on faisait, la personne me dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir un vaccin contre la fièvre jaune. Je ne sais pas si, je sais que toi, tu trouves ça délicat pour toi de nous conseiller là-dessus, là, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a eu d'autres informations contraires à ça dans la gang. Jacques, on a eu la même information, on l'a demandé, puis ils nous ont avisé que ce n'était pas requis. C'est la pharmacienne qui a fait les démarches. Tout a regardé l'itinéraire. En fonction de l'itinéraire. Dans mon cas, moi non plus, je ne suis pas vacciné pour la fièvre jaune. C'est comme ça. OK, bien merci. Super, merci. C'est le fun que vous puissiez vous parler des informations que vous avez reçues. C'est aussi l'information que vous avez. Nous, on était à la clinique Voyage, puis on a eu le vaccin de fièvre jaune. OK. Tu nous suggérais? On nous suggérait parce que je suis arrivée avec tout l'itinéraire et elle a vérifié avec Internet, tout ça. Puis elle nous a suggéré. On part aussi avec des médicaments qu'on prend pour l'altitude. Complément la malaria. La malaria, je comprends. C'est ça. OK. Super. Donc, préparation ornithologique. Ben là, dans le fond, on va retourner sur la section du site Internet parce que c'est là que l'information complète se trouve. Donc, dans votre onglet réservé aux voyageurs, dans le fond, là, ben, je pense qu'on ne repassera pas à travers, mais ça commence avec préparation ornithologique. Puis là-dedans, je vous indique un petit peu des ressources que vous pouvez utiliser, là. Moi, j'aime bien les deux ressources que je vous ai mis au point 2 ici, là. Ces deux liens. Donc, ben moi, je préfère le premier lien, c'est-à-dire les oiseaux qui sont placés en ordre de famille. Puis si vous voyez dans la première colonne, si vous cliquez sur les autres, là, le nom anglais puis le nom latin, c'est pas des liens. Mais si vous allez sur les noms français, vous allez tomber sur des images de l'oiseau. Je trouve ça particulièrement intéressant. Vous avez plusieurs informations, tout en français aussi. Fait que pour votre préparation, ça peut être vraiment intéressant et agréable à regarder. La deuxième, c'est la liste en ordre alphabétique. Je l'ai mis parce que si, mettons, vous voyez dans l'itinéraire qu'à tel site, vous êtes sujet de voir telle espèce d'oiseau, ben, c'est plus facile d'aller avec cet onglet-là et de chercher l'oiseau en question à partir du nom français. C'est pour ça que je vous ai mis les deux liens pour la recherche. Vous pouvez changer l'ordre parce que là, c'est en ordre des noms français, ordre alphabétique français, mais vous pourriez mettre ordre alphabétique des noms anglais en cliquant ici. Ça va se mettre à jour dans un... Voilà. Fait que là, si dans l'itinéraire, vous avez le nom en anglais, vous pouvez chercher en ordre alphabétique ici et cliquer toujours sur le nom français pour avoir accès aux images de l'oiseau en question puis à l'information en français. Fait que ça, c'est les deux premiers outils. Ensuite, voilà.
Ici, ouais, c'est ça, les blogs. Puis ça, ici, j'aimais ça comme façon soft, là, de faire pas une étude approfondie des espèces d'oiseaux, mais d'aller voir, grosso modo, c'est quoi les grandes familles des oiseaux en Équateur, puis de naviguer à travers des photos qui sont vraiment magnifiques, là. Moi, j'ai trouvé que la galerie de photos était particulièrement jolie. Si vous cliquez sur un groupe comme les colibris, par exemple, ben, vous pouvez passer, vous agrandissez la première photo, puis là, avec les flèches, vous passez d'une espèce à l'autre. Puis ça vous donne le nom de l'espèce en anglais, à quel endroit elle a été photographiée, etc. Fait que je trouve que c'est une façon de voir de la beauté, d'ouvrir les horizons, de faire une espèce de sensibilisation aux espèces de là-bas. Fait que c'est une bonne façon de se préparer de façon douce. Puis les blogs, les anciens rapports de voyage, mais comme vous êtes quand même dans un nouvel itinéraire, ben c'est sûr que ça sera pas nécessairement, il va y avoir des recoupages, mais c'est pas vraiment les espèces. Ben, c'est sûr, il y a quand même un certain nombre d'espèces qui est commun, mais il y a quand même beaucoup d'espèces spéciales puis particulières à ce circuit-là qui est nouveau. Alors, voilà. Ben, c'est ça, je vous conseille quand même de fonctionner avec le PDF de l'itinéraire du voyage, là, qui donne à chaque jour, oups, excusez, faut que je remonte, qui donne à chaque jour les espèces les espèces clés du voyage. Donc, à partir de là, ça vous donne quand même un grand nombre d'espèces. C'est pas exhaustif, mais ça vous donne vraiment les espèces qu'on va rechercher quand on va être sur ces sites-là. Alors, de mon côté, ça conclut là, la partie officielle du voyage. Je vais arrêter le partage d'écran, quitte à le repartir. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions auxquelles j'ai pas répondu, qui sont venus en chemin. Sur les listes d'oiseaux, c'est Jacques. Sur les listes d'oiseaux, sur place, est-ce que ça va être dit plus en français ou en anglais? Xavier va le faire dans les deux langues. Probablement au niveau du checklist du soir, pour que ça roule un petit peu plus rondement, parce qu'il y a quand même 1650 espèces sur la liste, là. Sûrement qu'il va les dire plus en anglais. Puis je pense que j'ai mis la colonne anglais juste à côté du numéro. Fait que nom anglais, numéro. Mais après ça, on a toujours la référence du nom français. Sur place, ça dépend aussi, vous allez voir, là, les guides qui travaillent en plusieurs langues, des fois, il y a des espèces qui leur viennent plus facilement en anglais, puis le nom français ne monte pas tout de suite, mais ça vient généralement avant qu'on retourne à l'autobus. Puis des fois, c'est le nom français qui monte très rapidement, mais on va vraiment fonctionner dans les deux langues, là. Okay, puis pas de liste, puis pas de nom en espagnol. Pas de nom en espagnol, sauf si vous êtes curieux puis vous demandez au guide si jamais il y a des noms en espagnol qui sont intéressants puis que tu y penses, veux-tu nous le dire au fur et à mesure? Là, de façon accessoire, là, mais la nomenclature en espagnol est moins à jour que la nomenclature en français, qui elle est encore plus à jour que la nomenclature en anglais, là, mais l'espagnol c'est moins rigoureux. C'est très variable, ouais, très variable. Énormément, selon l'usage des gens, il y a beaucoup de noms vernaculaires. Fait que ça va être moins utilisé. Il m'était venu quelque chose que je voulais ajouter aussi par rapport à ça. Ah oui, juste vous dire, il y en a qui sont habitués, d'autres qui sont moins. Mais le nom de l'oiseau, là, pendant qu'on observe l'oiseau, c'est pas tellement important. C'est-à-dire que le guide, il va le nommer. Mais mettons que vous êtes un peu loin, vous n'avez pas entendu le nom. Moi, je voudrais insister sur le fait que pendant que l'oiseau est là, ce qui est important, c'est d'observer, mettre les jumelles dessus. Si vous le voyez pas, vous savez pas il est où, c'est de vous faire indiquer il est où, dans tel arbre, sur telle branche, etc. Puis là, vous faites une observation de qualité comme vous pouvez, là, en fonction de si l'oiseau reste là, il bouge beaucoup, il est caché, etc. Puis après ça, là, quand l'oiseau s'en va, on a tout le temps d'en parler, là, c'était quel oiseau, c'est quoi le nom en français. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que on veut connaître le nom de l'oiseau pendant qu'il est là, alors que ça change pas l'observation qu'on est en train de faire. Puis ça augmente le volume, puis le nombre de paroles, puis des fois, ça fait peur à l'oiseau. Donc, ça changera pas l'observation, la qualité de l'observation, qu'on sache ou pas le nom de l'oiseau. Ce qui est plus important, c'est de voir l'excitation du guide, là. Si le guide s'énerve puis il part à courir sur 30 pas, là, ben, partez à courir vous autres aussi, parce que ça veut dire que c'est une rareté.
Puis des fois, le nom de l'oiseau va pas être évocateur pour nous si on n'a pas cette expérience-là. Là, il va nous coller un nom d'oiseau, ça va pas faire « Ah, lui, il faut absolument que je le voie. » C'est pas tant le nom, ça va être plus l'excitation du guide. Puis des fois, on va faire un petit brief aussi au début de chaque sortie, dire là, ici, ce qu'on espère voir, c'est telle espèce. Fait que là, à ce moment-là, ça va être des noms qui vont être frais à votre esprit. Puis quand on va les nommer, ben là, ils vont revenir rapidement. Mais après ça, là, quand l'oiseau est parti, on parle de son comportement, son nom, dans toutes les langues que vous voulez. Puis on peut aller loin là-dedans. D'autres questions, commentaires? Sinon, on pourrait y aller avec... Moi, je vais juste faire afficher tout le monde. Puis, vous pouvez juste lever la main si vous comptez apporter une lunette d'observation d'oiseaux à destination. OK. Plus ou moins. Plus ou moins. OK. Arrêtez, il faut faire un premier tri dans les bagages pour voir l'espace qu'il reste pour le trépied. C'est bien plus ça l'enjeu que n'importe quoi d'autre. OK. C'est une petite lunette aussi, ça ne sera pas la courroie qu'on va apporter non plus. Oui, parfait. Puis, un petit truc là pour l'emballage des... Moi, j'essaie d'amener mon appareil photo puis les trucs sensibles, j'essaie d'amener ça dans mon bagage de cabine, là, bien entendu, pour pas qu'il se fasse brasser. Vous savez, la manutention des bagages de soute, c'est rough, là. Mais c'est arrivé souvent quand même que j'ai mis ma lunette dans mes bagages de soute, mais ce que je fais, c'est que je l'enveloppe dans mes vêtements. Fait que je décroche l'oculaire, là, qui souvent il se dévisse. Puis je mets les bouchons qui venaient à l'origine. Fait que je sépare les pièces. Puis j'enroule dans mes vêtements. Puis je le mets au centre de ma valise. Là. Fait qu'il est super coussiné. C'est un petit truc là. C'est pas infaillible, mais même en se faisant brasser pas mal, il n'y a pas grand risque. Là. Mais des appareils électroniques plus fragiles, je ferais pas ça. Là. OK, fait que deux moitiés, fait que c'est sûr qu'on va avoir une lunette complète. Vous vous séparez, un qui amène le trépied, l'autre qui amène la lunette. Fait que c'est... Quand je voyage avec ma femme, je sais que dans le 23 kilos chacun, on est capable d'amener une lunette. Là, ouais. Là seul, il va falloir que je vois si dans le 23 kilos, je suis capable de fitter la... Si je suis capable, je vais l'amener. Là. OK, parfait. Fait qu'on va avoir entre 2 et 4 lunettes. Fait que c'est parfait. Ensuite, l'autre question, c'est qui, à main levée, compte faire des listes eBird? Juste pour que vous puissiez vous repérer les uns les autres. Pas quand même. Hein? Il y a toi. C'est bon. On pourra se partager le travail. Wow! Oui. Parce que moi, c'est sûr que je vais faire plus de photos que de listes. Super! Fait que voilà, je pense que c'était les seules questions hein, que je voulais poser en grand groupe, si ma mémoire est bonne. Pas mal ça. Good, fait que de toute façon, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous sont pas venues ce soir, qui vous viennent d'ici le départ, posez-les moi. Puis si jamais je trouve que c'est d'intérêt général, je vais envoyer un message avec les réponses là, à tous. Excuse-moi, Serge, oui. Dans un des voyages, je crois que j'ai lu ça. Il y avait une personne qui n'avait pas apprivoisé, mais qui faisait des stations d'alimentation pour certaines espèces beaucoup plus spécifiques. Oui. Est-ce qu'on croise cette même personne-là? Et le déroulement, c'est quoi? Oui, c'est intéressant, merci, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Je ne crois pas qu'il y a des stations d'alimentation pour les gralaires. Souvent, c'est les NPTA, là, les gralaires qui sont... comment on pourrait dire, quasiment apprivoisé, là. Mais je pense pas qu'on en a parce que c'est le site de La Paz. Puis Angel Paz, en fait, pas La Paz, mais Angel Paz. Puis on va pas à cet endroit-là spécifiquement, mais ça a été imité là, même dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Fait que peut-être qu'il y en a, puis je suis pas au courant, là, je pourrais demander à Xavier. Par contre, là, ce qui me venait quand j'ai entendu, c'est que quand on va faire les lecs de coq de roche, de roche péruvien, puis quand on va aller au Guaracho des cavernes, ça va être important d'avoir des vêtements sombres. On va vous le dire à ce moment-là, là, mais de ne pas avoir des vêtements là, rouges ou blancs ou pétants, parce que c'est des situations d'observation, c'est des lecs de parade là, qui sont... ancestraux là, qui durent depuis très longtemps. C'est des oiseaux qui sont quand même fragiles, on pourrait dire.
puis qui vont être sensibles au dérangement. Il y a beaucoup de gens qui circulent jour après jour à ces endroits-là, fait qu'il y a un petit décorum là, pour faire en sorte qu'on les dérange pas trop. Entre autres, souvent sur les lacs de Coq-de-Roche, on arrive aux aurores, là, un petit peu avant que le soleil se lève. Des fois, c'est des départs un peu plus matinaux. Mais faites juste vous arranger pour avoir... si vous avez le choix entre un imperméable clair puis un foncé, amenez le foncé. Mais achetez-vous pas un imperméable foncé pour l'occasion, là. Mais si vous avez la chance d'avoir des vêtements... tu sais, si vous avez du choix, là, préférez les couleurs plus terre, vert, brun, gris, noir, que les couleurs... le blanc, c'est le pire, là. Après ça, il y aurait le rose fluo, le rouge, le jaune. Mais c'est ça. Mais en même temps, la quantité de gens qu'on est, on passera jamais inaperçu, là. Les oiseaux vont nous voir, mais c'est sûr que si j'ai un chandail blanc puis je fais un mouvement brusque, ça risque de faire partir l'oiseau, alors que si j'ai un vêtement de couleur plus terne, puis je fais un mouvement brusque, j'ai plus de chance, là, même si on est en groupe. Moi, c'est pour la photo, Serge. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont faire de la photo? OK. Quand même, hein? Bon. C'est un pourcentage qui augmente d'année en année. J'avais une autre ouais. question, excuse-moi. Je crois que tu mentionnais qu'il y avait des sorties de nuit. Il y en a 2, je crois. Ben, 2 officielles ou officieuses, là, parce que ça dépend tout le temps du moral des troupes. Puis des conditions aussi, là, s'ils mouillent des cordes, on n'ira pas se mettre dans la jungle, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il y en a 2 officieuses, puis ils pourraient s'en ajouter ou en fonction des intérêts puis des qualités d'observation qu'on pourrait faire. J'aurais peut-être encore une autre question. Oui, ben oui, allez-y, hein. Ouais, De toute façon, il nous reste 9 minutes avant l'heure que j'avais dit. Fait que, il n'y a personne qui est retenu de force non plus. Tout le monde peut peser sur le petit bouton s'ils sont tannés. Dans les listes, je crois qu'on va avoir la chance de voir des 5. 5 la tête blanche, oui. La tête blanche, oui. Ouais. C'est un site assez accessible. Ben, on a un potentiel de voir l'oiseau, c'est ça que je veux dire. Là. Oui. De photographier surtout. Oui, ben c'est jamais sûr, hein, pour n'importe quel oiseau. Ah oui. C'est jamais certain, mais les chances sont bonnes. Là. Ça puis la merganette des torrents aussi, là, Ouais, ça doit être dans les mêmes lieux. Ouais. OK. Merci. Moi, ce qui m'est venu, c'est que par rapport à la photo, de plus en plus, là, dans les pays visités, il y a des interdictions d'utilisation du flash, là. Fait que moi, je vous dirais que moi, ma position, souvent, j'ai observé, là, si on va à Pointe-Pelée, par exemple, là, il peut y avoir un oiseau rare, il va avoir 50 coups de flash à la seconde, là. Les oiseaux, généralement, ne réagissent pas, sauf si la lumière est très basse, puis que le flash sert à éclairer l'oiseau pour la lumière manquante. Là, c'est vraiment dramatique. Les oiseaux vont la voir, puis ils vont être apeurés. De façon générale, c'est pas le cas, mais je vous dirais que la tendance est à ne pas utiliser le flash. Puis c'est toujours embêtant quand on utilise le flash puis que ça adonne que l'oiseau part. C'est pas nécessairement à cause de ça, mais que ça tanne les autres, là. Fait que je vous dirais que moi, j'ai adopté cette politique-là parce qu'à plusieurs endroits, c'est interdit. Ça cause des sensibilités des fois chez les observateurs. Fait que c'est ça. Si vous voulez l'amener le flash, puis il y a des occasions qui vont être probablement plus propices que d'autres, là, qui n'aura pas ce potentiel-là de dérangement. Mais quand même, préparez-vous à l'idée que ça ne sera pas la norme, là. C'est bon? Oui. Fait que d'autres questions? Ça va? Donc, ben, je vous remercie de votre présence. Puis, comme je disais, je vais envoyer le lien de l'enregistrement, là, probablement demain, le courriel que je dois vous envoyer aussi. Je vais être allé vérifier Merlin entre-temps. Oui, Serge, j'avais une petite question. Dans les documents que tu nous as envoyés, tu parles de nuit en campement. C'est quoi pour cette place-là? Nuit en campement, là. Ah, c'est à quel endroit? Ben, c'est en Équateur. OK, mais c'est général ou c'est dans la description? C'est général.
Ah ouais, ben on n'aura pas à cette place-là. On a ça une fois en Argentine, mais c'est OK. assez rare. Ben, c'est des campements de luxe, mais là, on ne sera pas en campement. OK. Ouais. Merci. Bon. Ben super, fait que Ah, je vous souhaite. Ah oui, J'ai encore une autre question. vas-y, vas-y. Excuse-moi. Il n'y a pas de D'autres problème. choses. Dans ton site que tu nous as donné accès avec les précédents voyages, je ne Oui. sais pas si c'est arrivé à tout le monde, mais il y a un des 3 liens qui, moi, ça me dit que, oups, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est le dernier, le moins récent. OK, je vais Peut-être aller que c'est voir arrivé à ça. quelqu'un d'autre qui voulait le regarder. Ben, je vais aller le voir. J'ai eu des gros problèmes depuis une semaine et demie avec mon site. Je suis content, tout est pas mal revenu, mais ça, c'est probablement pas en lien avec ça, mais je vais aller voir. Ne Je vais mets pas m'assurer trop de qu'il temps fonctionne. sur ça. Il y a quand même beaucoup d'images avant. Là. Ouais, mais Mais quand même. c'est Ouais, ça, je vais aller voir pour être sûr que le lien fonctionne. OK. Puis j'avais une autre question, toujours avec des liens. Tu avais mentionné une dame qui avait fait un journal photographique, Oui, mais ça nous amène à un site plus général. Je suis peut-être pas bien bon, mais je n'ai pas réussi à trouver l'information de la dame ou son journal. Parce que ça nous OK. ramène à une page générale, puis là, tu essaies de chercher, puis je n'ai pas trouvé. OK, ben, ouais, je vais aller voir, mais c'est une personne qui est malheureusement décédée. Puis Ah, peut-être qu'il y a un renouvellement qui s'est pas fait, là. Fait que je vais aller voir. Si je le trouve pas, je vais supprimer le lien. mais c'est pas. Je mentionne juste ça comme ça, là, parce que Ouais, ouais, non, mais j'ai c'est vraiment important. été un peu partout dans les différents documents, puis ceux-là, Ouais, ça l'accrochait. Là. ben, j'apprécie parce que moi, je regarde les liens principaux là, d'informations spécifiques, mais je clique pas nécessairement sur tous les liens. Fait que là, je vais aller vérifier ceux-là, là. C'est un travail qui est utile pour moi. Puis ma dernière question, c'est vrai que c'est la dernière, je vais laisser tout le monde après ça. Dans un des documents, mais dans un des précédents voyages, je ne sais pas si on y va, mais il y avait un lodge avec, je pense, 6 pas auto-chauffés thermales. Mais c'était peut-être dans le voyage du 20 jours. Est-ce qu'il fait partie de notre. Non, on sera pas dans Non? on n'aura pas de bain thermaux. Ah. Non, non, c'est dans le coin de On peut pas se Papayacta. faire trouver un petit volcan quelque part pour avoir de l'eau chaude. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'était un peu tannant parce qu'on arrivait le soir relativement tard, là. Fait que souvent, on allait faire une petite saucette avant le dodo, là, mais le lendemain, on commençait tôt, puis c'était un super de bel emplacement, mais on n'en profitait pas tant que ça. C'était presque une torture. Je parle plus. Il n'y a pas de problème, hein. Comme je vous dis, on est là pour ça, là, c'est important. C'est bon? Quand on va monter à 3800 mètres, quelle température qu'on peut s'attendre à avoir? Ben, ça serait étonnant qu'il fasse. Ben, en fait, non, c'est vrai, il a fait soleil à quelques moments. Quand il fait soleil, pas trop de vent, on peut attraper du 25, mettons. Mais si c'est nuageux, qu'un bon vent puis un peu d'embrun, là, on peut descendre je dirais peut-être un 15 degrés à peu près. OK, c'est pas froid, là. Non, 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 c'est ça nécessite pas. Ben, c'est plus je dirais la conjoncture, mettons, humidité, vent froid, là, qui pourrait amener une sensation un peu d'être transi puis de pas être bien. Mais ça sera pas parce que le nez va nous geler, là. Merci. Fait que c'est bon. Super, fait que je vous laisse filer. J'ai bien hâte qu'on se retrouve, là. Je suis bien excité de tout ça. Puis j'ai bien hâte qu'on vive ce beau voyage-là ensemble. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci bye. beaucoup, ça Bye. fait Ouais, bonne Bye. soirée tout le monde, bonne Bye, préparation. au plaisir.